Ce qui importe au patient, c'est qu'on puisse l'aider à répondre à deux angoisses. Face à la maladie, sa première angoisse, c'est quel sera l'impact sur ma qualité de vie, sur mon autonomie. Mais également, qu'on réponde à sa deuxième angoisse, c'est comment m'orienter convenablement dans le système de soins. Et ces deux angoisses impliquent, d'une part, la création d'indicateurs sur des scores fonctionnels et sur de la qualité de vie. Et d'autre part, pour l'aider à s'orienter, que l'on rende ces résultats transparents et publics. Ces deux débats font partie en fait de la thématique qui nous anime aujourd'hui et qui repose également sur un sujet tabou qu'on commence aujourd'hui à découvrir, qui est la variation des résultats des soins dans les systèmes de santé. Quand vous allez en Grande-Bretagne, dans un Primary Care Trust, vous vous rendez compte que le taux de survie à 5 ans pour le cancer colorectal varie du simple au double selon l'établissement où vous vous adressez. Vous regardez le pontage de 1 à 4 et vous listez jusqu'en Suède de 1 à 36 pour les complications capsulaires de la cataracte en Suède. On parle souvent d'égal accès aux soins. La question qu'on est en train de voir émerger, c'est l'égal accès aux résultats des soins. Et tout doucement, s'insinue, s'infiltre un nouveau débat, qui est un débat bien sûr très sensible, passage de l'obligation de moyens, l'obligation de résultats. C'est un sujet sensible qui va prendre du temps, mais qui ne pourra pas être évacué, d'autant que, au-delà de cette diapositive, vous avez également en creux et par déduction des États qui n'ont pas encore franchi le cap de publier cette variation de leur score et qui vont progressivement être amenés à le faire, notamment grâce à Paris, qui finalement constitue un élan, une dynamique. Ce ne sera sans doute pas, dès le départ, facile de mettre tout ça en place, ça va prendre du temps. Il va falloir également ajuster, donc il ne s'agit pas non plus d'être péremptoire et trop normatif. Néanmoins, je pense que c'est une initiative qui est très stimulante et qui va dans le sens de la centralité du patient, de la transparence des résultats et de cette culture du résultat plus que du moyen. Aujourd'hui, les Français attendent qu'il y ait une transparence des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, par rapport à leurs résultats en santé. Ils sont contribuables et ils sont usagers. Et ce sondage montre qu'il y a aujourd'hui un consensus. Alors, comment changer les mentalités ? En guise d'introduction, je voudrais simplement vous montrer ce qui s'est passé aux Pays-Bas sur le registre du cancer rectal. Vous avez chaque point qui représente un établissement de santé, et la barre rouge, c'est le taux de complication pour le cancer rectal. En 2009, on voit une variation de ces établissements qui commence à se concentrer, se réduire, jusqu'en 2012, où vous voyez que tous les points sont rassemblés. L'échelle est inversée, la barre rouge, en fait, plus elle monte, moins il y a de complications. En l'espace de 4 ans, on a diminué la mortalité intra-hospitalière de 43%. Comment le système néerlandais a-t-il fait pour obtenir ce résultat? L'effet miroir. L'effet miroir, c'est-à-dire que tout sujet éclairé modifie son comportement. Le simple fait d'allumer la lumière entre les acteurs va faire que personne ne veut être le dernier du peloton et tout le monde va progressivement essayer de rattraper son retard et de coller par rapport à ceux qui obtiennent les meilleurs scores. Ce phénomène, il a été documenté à maintes reprises. Kaiser aux États-Unis, vous voyez chaque point représente également un établissement. Très grande élasticité au début, sur le taux de mortalité observé versus attendu, vous voyez que dès qu'en 2009, on allume la lumière, on regarde en fait le taux de mortalité de Kaiser par rapport à celui de Medicare Medicaid, et immédiatement, le taux plonge, et vous voyez un rétrécissement également de l'élasticité, c'est-à-dire de la variation des résultats. Les établissements les moins performants apprennent de ceux qui sont les plus performants, et par justement une cooptation de pair à pair, il y a un phénomène d'entraînement. En 2012, Health Affairs publiait une étude passionnante sur 13 registres et le fait que ces 13 registres ont permis en fait une accélération très très importante des résultats documentés par ces registres du simple fait qu'on les ait rendus transparents. Vous voyez l'accroissement de la courbe, notamment en bleu, puisque ce sont les établissements qui sont, on va dire, plus en retard par rapport aux autres. Et donc cette convergence ici
C'est une convergence soft, elle n'est pas normative, on ne va pas dire aux praticiens, voilà comment vous devez, quel est le taux de recours optimal, voilà quelle est la bonne pratique à réaliser. Cette approche, on va dire, prescriptive et normative, est souvent mal vécue parce que le praticien considère qu'il a toujours une liberté dans le choix de ses orientations. Là, on est dans une approche beaucoup plus humble qui consiste à dire, voilà le miroir, je vous laisse vous évaluer, vous comparer à vos pairs. Cet effet miroir, c'est le fondement de la conduite du changement. En termes d'économie comportementale, il y a toute une littérature abondante qui montre qu'en fait, au niveau individuel, il y a toujours une réaction de fierté, personne ne veut être derrière, et au niveau collectif, on crée une émulation, un esprit d'équipe, on veut défendre la moyenne de son établissement, de son service. Et ça a ici une valeur cohésive qui est très positive. L'idée, en fait, c'est de fonctionner par auto-évaluation et de partager ses résultats avec ses pairs, de repérer les équipes avec les meilleurs scores pour les former. Non pas pour les stigmatiser ou les glorifier, mais pour les aider à se former. Et donc l'idée, en fait, c'est que le DPC soit au cœur de cette logique d'amélioration et que, quelque part, cette photographie ne soit pas à l'instant T, mais qu'au contraire, elle suscite des vocations et des améliorations itératives à travers le temps. Eureco, c'est le registre européen sur la cataracte. J'ai volontairement choisi un exemple de registre européen parce qu'on a toujours l'argument de dire qu'aux Pays-Bas, c'est un petit pays, en Suède, c'est un petit pays comparé à la France, et que ce n'est pas scalable. Mais quand on regarde des registres, où même l'Espagne et d'autres pays voisins et de taille équivalente à la France rentrent dans ces registres, on se rend compte qu'en fait, on a diminué quasiment par 3 le taux de complications sur la cataracte en 10 ans. Malheureusement, on n'a toujours pas de registre cataracte en France. On a à peu près 829 000 cataractes opérées chaque année. Et donc, ça représente quand même un véritable enjeu de santé publique, d'autant que l'adresse qui vient de publier le mois dernier un rapport sur la cataracte montre qu'on a une augmentation de près de 40% en 8 ans du nombre de cas de cataracte primaire en France. 40% d'augmentation. Le deuxième phénomène, au-delà de cette augmentation, c'est de voir en fait la variation des pratiques, pas des résultats. Pour l'instant, on n'a pas documenté la variation des résultats, mais la variation des pratiques. Si vous regardez la variation des pratiques sur les autres actes réalisés, vous vous rendez compte du décalage abyssal par rapport à la cataracte, que ce soit dans le public ou dans le privé. La question qu'on a voulu se poser ces dernières années, puisque ça fait maintenant 3 ans que je travaille beaucoup sur le sujet de la mesure des indicateurs de résultats qui importent aux patients dans la cataracte, c'est de se dire, OK, pour essayer d'adresser en fait ce sujet, il faut être pragmatique. Trouvons une pathologie relativement simple, au parcours relativement simple, la cataracte, assez ponctuelle, pas beaucoup de suivi, voire quasiment pas. Deuxième point, une pathologie qui a aussi un impact de santé publique important. Et là, on voit des indicateurs qui sont effectivement très significatifs. Et la difficulté, c'est en fait de trouver des sites leaders, c'est-à-dire des fers de lance, qui n'ont pas peur de se comparer parce qu'ils ont justement cette culture de l'efficience, cette culture, cette compétitivité, cet esprit d'amélioration continue. Nantes, Limoges, 24 praticiens ont relevé le défi. Ça représente 20 000 cas de cataracte par an. Et ils sont suffisamment éloignés pour ne pas être rivaux. Ils ont accepté d'être également scrutés, mais également de partager leurs résultats. Ce sont des praticiens libéraux. ELSA n'a aucun lien hiérarchique sur eux. Ce sont des auto-entrepreneurs. Eux-mêmes sont réunis dans des CELARL ou des SCP qui font que, après tout, il n'y a pas de chef de service. Donc, la vraie logique, c'est de dire pied d'égalité. Après tout, ce qui compte, c'est l'amélioration de l'équipe et l'amélioration des résultats. Ce qui est, d'une certaine manière, une posture intellectuelle très positive. Alors, on avait un objectif. C'était, au départ, c'était bien sûr d'améliorer la valeur des soins. Valeur, pertinence, qualité. Je pense que le terme valeur est très voisin du terme pertinence tel qu'il est défini par la ministre. Et ce terme valeur, c'est quelque part la valeur ajoutée de l'équipe médicale pour le bénéfice du patient, avec une métrique et des indicateurs qui permettent d'objectiver le score fonctionnel et la qualité de vie. Rapporté au coût, puisque bien sûr les ressources investies pour obtenir ce résultat sont absolument clés. Alors les difficultés, elles sont organisationnelles et culturelles, des standards internationaux. L'exception française, la France est une île, on le sait bien, donc qui oserait nous imposer des standards? Sauf que ces standards, quand on a parlé avec les praticiens
on leur a demandé, voilà, on a un standard 7 iChum, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ouvrent le document et ils tombent sur le CAT-QUEST, qui est un instrument connu et reconnu par tous les ophtalmos depuis des années et des années. C'est d'ailleurs même le fondement même du registre RECO. Donc on n'a pas à réinventer le débat sur quels sont les indicateurs. Ces indicateurs, ils sont sur l'étagère, ils existent et ils sont déjà validés par toutes les sociétés savantes. Donc on gagne 5 ans. Deuxième point, on va pouvoir se comparer, puisque ces indicateurs sont utilisés ailleurs, quand bien même il n'y a que 2 établissements, ce qui ne suffit pas vraiment pour faire une moyenne en France, eh bien, on va pouvoir regarder la moyenne mondiale, et c'est tout l'intérêt d'iChum, c'est de se comparer. Ensuite, la traduction, la barrière linguistique est un vrai sujet. On demande à iChum de ne pas seulement standardiser les indicateurs, mais aussi de standardiser les traductions. Parce que si on a une traduction différente entre Strasbourg et Marseille, il y aura également des résultats qui seront difficilement interprétables. L'autre débat, c'est classique, seuls les praticiens qualifiés peuvent s'auto-évaluer. Les patients n'ont pas le droit d'évaluer ni leur score fonctionnel, ni l'équipe soignante qui les a traités. Donc là, cette logique également, dans les débats qu'on a eus avec les 24 praticiens, elle a également changé. Il y avait une vraie posture d'écoute et d'humilité en disant centralité du patient veut dire que le patient définit non seulement les indicateurs, puisque c'est le cas avec iChum, il participe au panel d'experts, mais qu'en plus d'être dans la définition elle-même des indicateurs, ils évaluent leurs soignants, et cette évaluation à 360, le patient évalue son praticien, le praticien évalue l'état de santé du patient, on a une vision beaucoup plus complète de l'impact en termes de valeur. Et puis toujours l'argument de dire que les cas sévères sont traités par un certain nombre de praticiens, et donc eux auront forcément de moins bons résultats, puisqu'ils traitent les cas les plus sévères forcément, car ce sont eux les meilleurs. Bon. Ce paradoxe est bien évidemment réglé par une segmentation statistique avec des case mix qui permet de regarder les scores de sévérité, les comorbidités, les facteurs sociodémographiques qui vont faire qu'on compare évidemment des segments de population homogènes au plan épidémiologique, c'est-à-dire que des patients très sévères qui vont être traités par des praticiens qui ne traitent principalement que des cas très sévères vont être comparés avec des cas homologues, ce qui bien sûr permet d'avoir un petit peu comme dans certaines compétitions des poids lourds et des poids welter, et bien sûr d'avoir en soi des émulations comparables. Dématérialiser la collecte, et c'est ça le vrai débat qui fait que, je vais m'arrêter dans un instant, mais on a globalement besoin, comme vous le disiez, Madame la Présidente, de ne surtout pas rajouter un fardeau administratif et de continuer de fluidifier cette collecte. Soit on fait du papier, soit on passe directement au digital. On a choisi la face nord qui est de passer par le digital et d'extraire des bases administratives des pays et logiciels métiers, des données qui sont déjà renseignées. Cette extraction pure et cette agrégation, bien sûr, est conforme à la CNIL et au RGPD, ça va sans dire, mais l'idée, en fait, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de temps secrétariat ou administratif qui soit dépensé. Je vais vous montrer comment la plateforme fonctionne. Le dernier sujet sur lequel on a voulu également travailler, c'est de lancer une étude qui est sur le point d'être lancée actuellement, c'est de dire, finalement, si moi, praticien, je partage mes résultats avec mes pairs, est-ce que je vois mes scores s'améliorer plus rapidement que si je décidais de ne pas les partager? Et il y a un bouton dans notre plateforme qui permet à chaque praticien d'avoir la liberté à tout moment de repasser dans l'opacité ou de revenir dans la transparence. Et ce bouton, en fait, va permettre d'observer les comportements de praticiens qui, sur les 24, il pourrait y en avoir 12 qui diraient « on veut pas partager ». Eh bien, regardons, en fait, si ces personnes qui sont isolées avancent plus vite ou moins vite. Et l'idée, bien sûr, c'est de créer une dynamique. Alors, la méthode iChum a déjà été présentée, je ne reviens pas dessus, mais les 2 grands concepts qu'il faut garder, c'est d'abord, c'est une maladie, un diagnostic. On ne regarde pas les techniques, on ne regarde pas les produits de santé, ce qu'on va regarder, c'est le résultat. 2 moyens d'évaluer ce résultat, des PROM et des CROM, donc des indicateurs patients et des indicateurs cliniciens. Et les 2 sont combinés parce que les CROM, qui sont fondamentaux, vont permettre de segmenter la population avec des case mix, selon des scores de sévérité. Ces questionnaires, vous pouvez les télécharger. Vous avez des facteurs socio-économiques, des facteurs socio-démographiques, pardon, et bien sûr des facteurs de score fonctionnel qualité de vie, avec également des éléments qui sont purement cliniques. Tout ça est une batterie extrêmement bien charpentée. Ces documents reposent en fait sur, encore une fois, des instruments validés, avec un parcours qui mesure le score avant et après. Avant la chirurgie du premier œil, on a une baseline,
et après la chirurgie du deuxième œil. Donc en fait, on va considérer que le parcours, c'est 2 yeux, parce que ça peut être qu'un œil. Et deuxième point, on va considérer également que c'est avant-après. Et si le score après est supérieur au score avant, il y a une valeur ajoutée. Donc on est bien sur un système d'indicateurs qui importe au patient, fondé sur la valeur. Alors on a défini le parcours pré, per et post-opératoire en déterminant où et qui dans l'équipe va concrètement collecter les données PROM et les données CHROM et dans quelle base on va aller les chercher pour ensuite les réunir. Une difficulté, c'est que par exemple à Nantes et à Limoges, vous avez par exemple un taux de fuite, c'est-à-dire que les patients vont quitter l'établissement et ne vont pas revenir pour la consulte post-op, alors que dans d'autres établissements, ils reviennent pour la consulte post-op, ce qui pose la vraie question de comment chaîner en ville la collecte des PROM. Ça, c'est une difficulté qu'on n'a pas encore tout à fait résolue. Ici, vous avez les scores fonctionnels. Est-ce que vous arrivez, en tant que patient, à, sur une échelle de 1 à 4, repérer les visages que vous croisez dans la rue, à détecter le relief au sol, etc. Donc ça vous parle, en tant que patient, vous êtes dans votre quotidien, on va dire, l'utilisation quotidienne, votre qualité de vie. Les données cliniques, c'est les CHROM. Et ça, c'est le case mix, c'est la base métier. Et la base métier, en fait, elle existe, le praticien la renseigne, sauf que chaque praticien a sa base métier. Le changement culturel au sein de l'équipe soignante, c'est également d'annoncer aux patients qu'il y a toute une série de miroirs pour améliorer le score de l'équipe. Le secrétariat attribue au patient un numéro, un identifiant. Avec cet identifiant, il imprime un QR code, le patient s'assoit dans la salle d'attente, il a un pied roulant avec une tablette, il flash le QR code sur la tablette, il accède à un questionnaire, 9 questions, ça prend à peu près 1 minute, ça prend à peu près 5 minutes, le questionnaire est auto-administré par le patient, la secrétaire et le médecin n'y interviennent pas, et vous avez un temps de secrétaire qui est à peu près de 2 minutes avec un S, excusez-moi, par patient, et ça représente finalement quelque chose de tout à fait acceptable pour l'équipe. Le patient, lui, répond au questionnaire, et après la chirurgie du deuxième œil, il a une évolution. Il voit son score avant et son score après. Le miroir du praticien, c'est en bleu la surface sur les 9 questions après versus avant. Le miroir de l'équipe, on a mis en place également un système où, ici, on peut choisir de partager ses résultats et vous avez en fait chaque praticien qui nominativement affiche ses scores par rapport à l'équipe. Également, en termes de volume, les groupes hospitaliers, c'est-à-dire les hôpitaux, peuvent eux-mêmes, au sein d'un territoire ou de plusieurs territoires, se comparer entre eux avec une moyenne. Et cette slide, c'est peut-être la plus importante, c'est améliorer la pertinence. Vous voyez ici les scores positifs avant-après. Si le score après est supérieur, on est dans un soin pertinent. S'il est négatif ou nul, c'est que le score est dégradé ou stable. Ça veut dire que tout l'argent que la sécurité sociale, le système de santé a injecté dans ce soin, n'a pas permis d'obtenir un bon résultat. Le fait qu'on puisse tracer au fil du temps cette amélioration permet aux équipes de progresser. Alors pour avancer, c'est mon dernier mot, je pense que vous aviez dit, Madame la Présidente, que c'était un brainstorming. L'idée, en fait, je pense, c'est qu'il est temps que la France crée des registres par pathologie qui répondent à des indicateurs de résultats qui importent aux patients, Pour ça, peut-être qu'il serait intéressant de ne pas réinventer la roue et d'utiliser ce que l'OCDE fait, cet effort international, et que ICHOM fait aussi, c'est de dire qu'on prend des indicateurs existants plutôt que de les bricoler ou de les réinventer. Inciter les GHT, c'est des idées que je lance au débat. Les GHT pourraient collecter les PROM via la certification V2020, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait introduire un encouragement pour ces établissements. La HAS pourrait assurer cette maîtrise d'ouvrage, puisque je crois que c'est aussi sa mission régalienne, et de mobiliser les sociétés savantes, c'est fondamental. Rendre publics les résultats et contrôler les degrés de transparence. Financer le lancement des premiers registres via l'article 51, on lance des questions, on lance des débats. Et puis peut-être aussi, dernier point, voir dans quelle mesure la HAS pourrait coordonner un groupe d'acteurs qui sont déjà impliqués. Je prends la France, on a cité Elsan, mais on a l'IHU de Strasbourg qui est impliqué sur le colorectal avec des standards 7 ICHOM. On a l'ICO à Nantes sur le sein et le poumon. On a également Léon Bérard sur le sein et le poumon. Tous ces acteurs-là, publics, privés, vont dans la même direction, pourraient peut-être, grâce à la HAS, se réunir pour partager les meilleures pratiques. Je vous remercie.